Florian. Y'a pas grand chose qui va, mais tout ça, on peut pas juste le jeter. Ouvre, putain! J'étais sûr que tu viendrais là. Tu fous quoi ici? T'étais pas au taf? Allez, viens ici, toi. Ça va? Putain! Lâche le morceau. Pourquoi tu veux te remettre avec? Qu'est-ce que tu fous? On est où là? Est-ce que tu l'aimes au moins? Pourquoi tu fais ça? Enfin, je sais même pas en fait. On a passé tellement de temps ensemble, j'ai pas envie de tout gâcher, tu comprends? Tu sais ce que tu es, Florian? T'es complètement biaisé. Toi, t'es juste con en fait. Ça commence à être une habitude, mais Florian ne semble pas s'entendre avec la logique. En effet, notre ami a été victime ce coup-ci de ce qu'on appelle le biais des coûts irrécupérables. Le temps passé dans sa relation est en effet du temps passé. Il ne peut pas récupérer cet investissement. Le choix qui s'offre à lui, actuellement, est le suivant. Essayer de continuer dans une relation où les sentiments ne sont plus présents et rien ne semble aller, ou vivre sa vie pleinement et essayer de se créer une nouvelle relation épanouissante. Si on regarde la solution de ce point de vue, la seconde option semble évidente. Cet effet est beaucoup plus présent lorsqu'il y a un aspect financier. Par exemple, lorsqu'on se force à voir la fin d'un film à chier, puisqu'on a payé 12 balles. 12 balles, bordel! Pour voir 4! Vous avez vu leur gueule? Désolé, je me suis emporté. Bref, quel est ce problème de réflexion et qu'est-ce qu'il implique? Voyons voir ça. Le biais des coûts irrécupérables est une erreur de raisonnement. On prend en compte des investissements passés dans notre réflexion alors qu'ils devraient logiquement être ignorés puisqu'ils ne peuvent pas être récupérés. En même temps, ça s'appelle le biais des coûts irrécupérables, du coup, si on pouvait les récupérer. Mais ta gueule! Ah! Ouais, tu fais quoi, ouais? Dit autrement, on a l'impression de perdre l'argent ou le temps dépensé si l'objet de la dépense n'est pas consommé correctement. Et ce, même si cette consommation nous emmerde. Plus exactement, le problème vient du fait qu'on croit que l'argent dépensé a encore une valeur. Et ça nous incite à modifier nos décisions pour des actions qui nous intéressent moins. Allez, envoyez le pastaga. Mais en prenant du recul, la dépense est déjà effectuée. Il n'y a pas de rentabilité ou de retour sur investissement qui tienne. La situation qui s'offre à nous est de choisir entre quelque chose qui nous déplaît ou autre chose. Le plus souvent, ce problème ne fait que multiplier du négatif au négatif. Et contrairement aux maths, on n'obtient pas du positif. Ces situations surviennent très régulièrement dans notre quotidien. Par exemple, lorsqu'on cherche à rentabiliser un achat, quitte à ne pas profiter du moment. Aller à la salle de sport parce qu'on paye l'abonnement sans en tirer de bénéfice, faire une activité à contre-cœur parce qu'on a dépensé de l'argent pour y participer, ou encore continuer une collection qui ne nous intéresse plus car on a déjà investi de l'argent dedans. C'est plutôt évident, mais ces situations sont soumises au même biais. Et comme si ce problème n'était pas suffisant, des phrases toutes faites nous incitent à tenir ce raisonnement. Genre, arrêter maintenant, ça serait avoir gâché de l'argent. Ou encore, il faut rentabiliser ce qu'on a dépensé. Mais dans le fond, ces phrases sont creuses. En quoi arrêter quelque chose gâcherait de l'argent? C'est plutôt continuer qui va en gaspiller. De plus, si l'objet de la dépense était réellement utile, est-ce qu'il serait nécessaire de nous dire de le rentabiliser? Non, à moins qu'on soit con. Comme Florian. En partant du principe qu'on est capable de s'apercevoir par nous-mêmes que quelque chose nous apporte du positif, ça signifie qu'on doit se forcer à faire quelque chose qui nous déplaît sous prétexte d'avoir investi de l'argent dedans. Ça vous va, vous, de payer pour quelque chose qui vous fait chier? Tout le monde se fait avoir, moi le premier. En témoin de ces chaussures hors de prix qui me forcent à aller courir de temps en temps. Ou Stretto, commandé par Florian sur Amazon Prime. Ma nièce de 5 ans dessine mieux que lui. C'est important de prendre conscience de ce raisonnement irrationnel qui nous pousse à prendre des décisions idiotes, parce que ça entraîne beaucoup de problèmes derrière. Bon, c'est peut-être encore un peu flou pour vous, donc on va s'appuyer sur un exemple. Par contre, on ne va pas utiliser de l'argent, on va utiliser, mettons, des serpillères.
Nous chercherons donc dans cet exemple à comprendre la décision la plus rationnelle à prendre pour obtenir le plus de serpillères possible. On a investi 10 serpillères dans un projet. Aujourd'hui, il nous manque 5 serpillères pour terminer le projet. Question: que doit-on logiquement prendre en compte pour savoir si on doit terminer le projet ou non? Les coûts totaux et le gain, l'investissement restant et le gain, les dépenses effectuées et le gain, la propreté du sol et le gain. Je vous laisse quelques secondes. Mais vous pouvez me laisser me brosser les dents 30 secondes? Bon, avec ce qu'on s'est dit, c'était peut-être évident, mais il s'agit de l'investissement restant et du gain potentiel uniquement. Si le gain est inférieur à 5 serpillères, alors il vaut mieux abandonner les 10 serpillères de base, car vouloir terminer le projet nous ferait perdre encore plus de serpillères et de temps. Si le gain est supérieur à 5 serpillères, il est intéressant de terminer le projet. Peut-être que celui-ci ne sera pas rentable sur la globalité, mais à l'instant où on prend cette décision, les 10 serpillères sont déjà perdues. La question est de savoir si on investit 5 serpillères pour gagner plus de 5 serpillères ou pas. Bon, la situation ici elle est plutôt simple, mais dans la vraie vie on va avoir tendance à considérer les coûts du passé comme des pertes dans le futur, et ça va vachement modifier notre raisonnement. En plus de ça, les bénéfices c'est difficile à estimer, et on a tendance à croire que plus on a investi dans un projet, plus il va nous rapporter. Pour revenir à notre exemple, on va croire qu'on perd les 10 serpillères de départ si on ne termine pas le projet. Pourtant peut-être que le projet ne va rapporter que 3 serpillères. À ce moment-là, on va avoir perdu 12 serpillères à la place de 10. Pourquoi tant de serpillères perdues? Sérieux là? Elles sont pas perdues tes serpillères, hein? C'est un exemple, ressaisis-toi. Et qu'est-ce qu'on trouve pas dans les serpillères? Des guêpes! Et ça c'est une super transition! L'instant guêpe. On se plaint des pesticides, mais ce biais tue également de nombreuses guêpes. En effet, nos amis les bêtes n'échappent pas à ce problème. Pour l'exemple des guêpes, ces dernières préfèrent s'obstiner à défendre un nid mal placé plutôt que d'en construire un nouveau, et ce, même si ça leur coûterait moins d'énergie. La seule raison qui semble expliquer ce phénomène est qu'elles ne veulent pas perdre l'énergie investie dans la construction du nid. Et oui, même les insectes sont biaisés. Revenez ici, putain de guêpe! Vous êtes complètement biaisés! Je vais vous avoir! Bref, revenons aux humains et allons voir l'exemple le plus connu de ce biais. Ce biais des coûts irrécupérables est aussi appelé effet Concorde. Mais pourquoi donc alors? Voyons ça ensemble. Avion supersonique, en avance sur son temps, le Concorde pouvait transporter ses passagers de Londres à New York en seulement 3h30. Près de 20 ans après le dernier vol de l'avion, le même voyage dure maintenant 7h30, soit 2 fois plus de temps. Mais comment donc expliquer cet arrêt-brutal? On se retrouve au début des années 60. La Grande-Bretagne et la France sont sur 2 projets d'avions supersoniques. Le premier, la Super Caravelle, porté par la compagnie française Dassault. Le second, le Bristol 223, ou plutôt Bristol 223, porté par l'entreprise britannique Bristol Aeroplane Company. Ces projets coûtent beaucoup à ces 2 États. Il est décidé qu'une collaboration entre la France et la Grande-Bretagne doit se faire. Ce nouveau projet sera appelé Concorde, car le nom Concorde est issu de la concorde de 2 pays si t'avais pas capté. C'est que ça concorde plutôt bien, non? La signature a lieu le 29 novembre 1962, après 1 an de pourparlers. À la signature, le coût du projet est évalué à 1,4 milliard de francs. Mais rapidement, les coûts seront plusieurs fois évalués à la hausse. 4,5 milliards en 1964, 6 milliards en 1966 et 8 milliards en 1969, année du premier vol du prototype du Concorde. Les Britanniques commencent à douter de la viabilité économique du projet. Bon, en même temps, quand le budget qui augmente de 2 milliards tous les 2 ans, ça donne un indice. Roy Jenkins, ministre de l'aviation britannique, qualifie en privé le projet de vache sacrée dont le sacrifice serait bénéfique à tout le monde. Réponse sanglante dans un message du général de Gaulle envoyé à Londres. Des engagements ont été pris de part et d'autre. Ils ont un caractère impérieux. Ils ne doivent pas être remis en cause. Ouais, toujours pas sûr de cette imitation. Comment oses-tu critiquer mon imitation? Tu sais, tu peux y aller maintenant, hein. Mais... De plus, le prix du billet augmente exponentiellement. Lié à des problèmes internes, comme par exemple le réacteur Olympus, construit en partie par Rolls-Royce, oui,
la même marque qui fait les voitures, ou externes, comme la crise pétrolière de 1978, qui touche particulièrement le Concorde, qui a besoin de beaucoup plus de carburant que ses concurrents, dû à l'énergie nécessaire à la poussée de l'engin. Le prix d'un aller-retour Paris-New York atteindra un pic à 11 960 $ lors de ses dernières années d'activité. L'accident du Concorde au Bourget en 2000, tuant 113 personnes, puis l'attentat, dont il faut taire le nom sur YouTube, mais qui s'est passé l'année d'après, un certain 11 septembre, achèveront ce projet visionnaire, mais qui n'a jamais été rentable pour les deux États. Au final, on évalue à 20 milliards de francs, soit 2,9 milliards de $, le coût total du projet. 50% pour chacune des deux nations. Les compagnies Air France et British Airways, seules utilisatrices du Concorde, ayant tiré à peine plus d'1 milliard de $ de profit en 27 ans de service. Financièrement, c'est un échec complet. Mais est-il correct de juger un projet aussi transversal que Concorde uniquement sur cet aspect-là? Le Concorde est réellement un bon exemple, car il illustre les limites d'interprétation du biais des coûts irrécupérables, tout en représentant le concept. La victime de ce biais n'est pas forcément négatif, si le projet est transversal et dégage d'autres intérêts que financiers. En effet, le Concorde c'est aussi des innovations technologiques, une prouesse technique, une entente diplomatique et une réputation dans le domaine de l'aérospatial. Et puis il aura permis à Phil Collins d'être physiquement à deux concerts, le même jour, sur deux continents différents, ce qui vaut amplement les dépenses. BDQ épisode 1, c'est terminé. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous. Et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. À très bientôt.